Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Laurence Cohen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice du Parti communiste français du Val-de-Marne. Vous êtes aussi vice-présidente de la Commission des affaires sociales au Sénat. Hier s'est ouvert le procès du Mediator. Ça fait 10 ans que le Mediator a été retiré du marché du médicament. Il a fallu attendre 10 ans pour qu'un procès ait lieu. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? J'attends déjà que les victimes puissent s'exprimer et dire le calvaire qu'elles ont enduré, qu'elles continuent d'endurer, et puis dénoncer les responsabilités que Servier ne s'en sorte pas comme il a réussi à le faire quand même jusqu'à présent, parce que, outre le scandale sanitaire, ce que je trouve terrible, c'est qu'il a joué les prolongations en utilisant des avocats, etc., des recours, pour empêcher que toute la lumière soit faite. Donc, en plus, beaucoup de cynisme. Ce week-end, dans le JDD, le président des laboratoires Servier, Olivier Laureau, interrogé justement sur ce procès, se défend en disant « les faits sont prescrits ». Qu'est-ce que vous pensez justement des arguments de la défense ? Je trouve qu'ils sont, je vous ai dit, cyniques, et puis qu'on ne peut pas entendre ça. Enfin, c'est un gros laboratoire, Servier, qui a quand même est responsable de milliers de victimes, qui ne veut pas le reconnaître, comme si c'était une petite erreur. Ce n'est pas une petite erreur. C'est un médicament qui est sorti en 1976 quand même, on est en 1976. Il y a eu plusieurs alertes qui ont été faites, et malgré ces alertes, ils ont continué à le commercialiser. Et moi, ce que je vois là, c'est la démonstration de ce que je dénonce avec mon groupe au Sénat, à savoir la recherche effrénée du profit à tout prix au détriment de la santé des personnes. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit que les victimes sont vraiment des gens de conditions fragiles qui non seulement souffrent dans leur chair du fait d'une maladie qui est extrêmement grave, mais y compris ont dû se défendre, avoir recours à des avocats, etc. et puis attendre pour être indemnisés, parce que le problème aussi c'est celui-là, donc c'est horrible. Et puis quand on sait que Servier, 80% de son activité finalement est aujourd'hui en France sous la marque Biogarant. Donc personne ne sait que Biogarant, c'est Servier. Parce que je pense qu'il y aurait quelques patients qui ne feraient pas confiance aux médicaments commercialisés. Irène Frachon, la pneumologue et lanceuse d'alerte sur l'affaire Mediator, parle d'une entreprise, Servier, culturellement pharmacodélinquante. Faut-il mettre hors d'état de nuire une telle entreprise, et comment ? Je pense qu'elle a tout à fait raison. D'abord, moi, je veux dire toute mon admiration vis-à-vis de cette femme, parce que c'est une lanceuse d'alerte. Elle a été extrêmement dénigrée, y compris par ses pairs. Elle a eu vraiment beaucoup de force de caractère, et elle a tenu parce qu'elle voyait des patients souffrir chaque jour, et qu'elle voulait effectivement dénoncer toutes ces manipulations et toutes ces malhonnêtetés. Mais je trouve qu'il faut d'abord lui tirer notre chapeau, parce qu'elle a tenu le coup et elle n'a pas été aidée, elle n'a pas été soutenue. Son bouquin qui est sorti en 2010, je crois, puisque le Mediator a été interdit en 2009, donc son bouquin sort en 2010. Là aussi, il a été victime de la censure. Enfin, on a essayé de la salir, donc déjà ça. Et puis je pense qu'elle a vraiment raison, parce que on voit bien que effectivement, bon, Monsieur Servier est décédé. Bon, il a quand même été interrogé, mais il y a quand même, y compris les experts de la pharmacovigilance du laboratoire Servier n'ont pas spécialement été inquiétés. Je pense quand même qu'il y a eu, enfin moi j'aurais souhaité, comme d'ailleurs Irène Frachon, que quelques ministres puissent aussi venir témoigner de l'époque, parce que je ne peux pas croire que tout ça soit passé inaperçu. Et je pense que ce qui est terrible, c'est qu'on a un labo qui est malfaisant, qui veut faire du profit sur le dos des victimes, et on a un aéropage d'indifférence et de laisser-faire qui sont tout aussi criminels. Justement, ce qui est aussi surprenant, voire inquiétant dans cette affaire, c'est la négligence. D'ailleurs, elle est accusée de négligence, l'Agence nationale du médicament. Comment cette agence, justement, a-t-elle pu laisser passer un tel médicament dans la circulation ? À quoi sert-elle, cette agence, et surtout, qui sert-elle ? Si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'Agence nationale du médicament. Avant, c'était l'AFSAPS. Je pense que là, il y a eu des négligences.
Je pense aussi... ou conflit d'intérêts aussi Alors, j'allais dire ça, il y a eu des négligences très certainement, mais je pense qu'on est là au cœur de conflits d'intérêts. À chaque fois qu'on a abordé la question, on nous dit oui, mais finalement, il n'y a pas tant d'experts que ça sur la place de Paris, et donc, bien sûr, ils ont pu travailler, etc., etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas réglé cette question des conflits d'intérêts. Il y a effectivement dans la loi d'Agnès Buzyn un petit plus qui est intéressant, c'est-à-dire que là, les médecins, les étudiants en médecine n'ont plus le droit d'accepter des cadeaux des grands labos sous forme d'avantages, etc. Donc ça, c'est positif. Mais par rapport à ce qu'il faudrait mettre en place, moi, ça me semble quand même assez faible. Et y compris d'ailleurs, ça pose toute la question de la formation des professionnels de santé. Parce que malheureusement, comme en France, au niveau de la formation, au niveau de la recherche, il y a un retrait quand même de l'État. Ce sont les gros labos qui arrosent et donc finalement qui arrivent à convaincre certainement un certain nombre de professionnels d'être plutôt favorables ou en tout cas d'être assez passifs vis-à-vis des manquements qu'il peut y avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses et je trouve que c'est très très important de continuer à mener la bataille, notamment contre ces conflits d'intérêts, et pour qu'il existe en France un labo, un service public du médicament et de la recherche, parce que c'est la seule possibilité pour que l'État puisse reprendre la main et faire en sorte qu'il y ait effectivement une éthique et qu'il y ait des financements publics qui permettent de se retirer de ces gros labos qui finalement font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, parce que quand même ce que révèle cette affaire, c'est justement cette emprise des laboratoires pharmaceutiques, notamment sur la médecine de ville. Bien sûr. Et l'hôpital. C'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est surtout ça. Et puis c'est qu'aujourd'hui, et moi j'ai eu l'occasion, je suis élue depuis 2011, donc j'ai eu l'occasion de le dire aux différents et différentes ministres qui se sont succédés, c'est qu'aujourd'hui, finalement, un labo qui refuse de commercialiser tel vaccin, tel médicament, etc., le gouvernement ne peut pas l'y obliger. Donc, est-ce qu'on va se doter d'un outil public qui permet effectivement d'avoir une autonomie, d'avoir une liberté en termes de politique du médicament? Ce qui était le cas avant 86, quand au moment de la privatisation de Rhône-Poulenc. Alors, il y a ça, et puis on voit aujourd'hui, si vous voulez, que du coup, quand on parle de pénurie de médicaments, etc., on sait pertinemment que les pénuries sont aussi organisées. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la santé n'est pas une marchandise. Et donc, il faut la sortir de la loi du marché. Or là, avec les grands labos, les multinationales, eh bien, on est au cœur de cette problématique. Dans la période récente, on a vu le sang contaminé, la dépakine, le lévothyrox, les prothèses PIP, le Mediator aujourd'hui, enfin hier, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. On est au 5e grand scandale sanitaire qui engage la responsabilité de l'Agence nationale du médicament, mais aussi de l'État. Quelles sont les leçons à tirer? Est-ce qu'on tire les leçons finalement de ces grands scandales finalement? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Je pense que les leçons à tirer, on les tire. Là, on est en train, moi je suis en train de lister un certain nombre à la fois de problématiques, mais aussi de propositions alternatives. Mais après, il faut une volonté politique pour les porter. Or, aujourd'hui, comme hier, le gouvernement ne veut pas faire ces choix politiques qui permettraient effectivement d'acquérir une indépendance en matière de recherche, en matière de médicaments, et voilà, et permettrait en réalité, en tout cas, d'éviter les scandales tels qu'on les connaît au niveau du Mediator. Parce que bon, il peut y avoir effectivement des erreurs. L'erreur humaine, on peut même pardonner une erreur humaine. Mais là, on n'est pas sur une erreur humaine. On est sur quelque chose de délibéré. Bon, c'est différent. Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez de la responsabilité aussi de celles et ceux qui se sont succédés, au gouvernement notamment. Dans le rapport d'Aquilino Morel, visiblement, il engage la responsabilité de tout un tas d'institutions, mais il épargne les politiques, les hommes, les femmes politiques qui ont été en responsabilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait des procédures aussi à l'encontre de celles et ceux qui ont été en responsabilité? Je pense au ministre de la Santé, mais au Premier ministre peut-être. Moi, je pense en tout cas que pour ce qui concerne les ministres de la Santé, ça serait quand même extrêmement intéressant de les interroger, de les questionner. Parce que je pense que là, il y a eu, à ce moment-là, certainement, quand même des informations qui ont circulé. Et puis, un ministre ou une ministre est comme tout citoyen et citoyenne. Les alertes qui ont été lancées, Irène Frachon, tout ça, c'était connu du public et c'était surtout connu des politiques. Donc, moi, je n'ai pas un souvenir d'un soutien de la part d'un ministre en place.
Vous l'avez évoqué aussi, la pénurie de médicaments, ça date d'il y a maintenant quelques années, hein, on en parle beaucoup plus en ce moment. C'est notamment les médicaments anticancéreux et antidiabétiques. D'où est-ce que ça vient cette pénurie et surtout comment on répond à cette pénurie? Écoutez, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, ce que je considère être la raison qu'on doit absolument combattre, c'est le fait de laisser effectivement les grands labos mener de manière indépendante finalement leur politique et faire des choix. Et suivant qu'un médicament est rentable ou pas, eh bien le poursuivre ou l'arrêter. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison aussi, c'est toujours pour essayer de tirer le maximum de profit, eh bien c'est au niveau de la production. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que des sites de production, et je pense notamment à Sanofi, hein, il y a plein de sites de production et de recherche qui ont été fermés en France et c'est délocalisé dans d'autres pays parce que ça coûte beaucoup moins cher, qu'il y a beaucoup moins de contrôle aussi, beaucoup moins d'agences qui vont pouvoir y regarder peut-être de plus près. Eh bien, à partir de là, c'est toujours dans un souci de rentabilité. Et il arrive un moment où, eh bien, quand on tire comme ça sur la corde, eh bien, il peut se passer des moments où il va y avoir, par exemple, une rupture de la chaîne. Et là, il n'y a pas de moyens de la chaîne de production. Et là, il ne va pas y avoir de moyens immédiats pour y remédier. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, c'est important de voir, et c'est pour ça qu'on en revient finalement à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait ce service public, ce pôle public plutôt, ce pôle public du médicament et de la recherche, et puis essayer de produire en France. Moi, j'ai proposé par exemple à la fois à Agnès Buzyn, mais avant à Marisol Touraine. Évidemment, on ne peut pas peut-être tout de suite mettre en place un pôle public du médicament, mais on peut peut-être faire les choses par étapes. Il y a une pharmacie centrale au niveau de la PHP, etc. Si on lui donnait des moyens en termes financiers, en termes humains, il y aurait la possibilité de produire un certain nombre de médicaments, pas seulement pour la PHP, mais au-delà. Mais encore faut-il lui donner ses moyens et lui donner aussi des pouvoirs. Et je pense que pour contrôler toujours cette production de médicaments, il faut aussi qu'il y ait des pouvoirs qui soient donnés aux salariés à l'intérieur des entreprises, parce que eux sont celles et ceux qui connaissent, qui sont des experts. Or, il n'y a pas de pouvoir de décision. J'ai une dernière question, Laurence Cohen. Hier, le gouvernement a confirmé le rabot sur les aides à domicile des personnes âgées, des seniors, alors qu'il avait quand même annoncé justement une priorité justement sur la question de la dépendance. Qu'est-ce que ça dit justement de son rapport à la solidarité nationale? Je pense aussi évidemment à la question des retraites qui est une question majeure aujourd'hui puisqu'il y a la mobilisation à la SNCF. Il mène une politique anti-vieux, ce gouvernement. Écoutez, moi je pense surtout qu'il mène une politique profondément antisociale. Et on voit, puisqu'on parle de la santé, on voit très bien là qu'il y a des mobilisations qui sont quand même extraordinaires, qui concernent de nombreux centres hospitaliers. Je pense par exemple aux services des urgences qui sont en grève depuis pas mal de temps. Je pense justement à tous les personnels au niveau des EHPAD où c'est eux qui ont commencé des mouvements de protestation, etc., pour dénoncer les conditions de travail et du coup les conditions d'accueil des personnes âgées. Et comment répond le gouvernement aujourd'hui? Eh bien, pas en débloquant l'argent, pas en permettant qu'il y ait des embauches, pas en augmentant les salaires, parce que ces personnels-là ne sont pas reconnus à leur juste place. Enfin, je veux dire que moi, je donne toujours cet exemple parce qu'il est le plus récent, mais quand M. Macron dit qu'il va débloquer 5 milliards pour la haute technologie, c'est bien la haute technologie, mais je n'ai pas entendu qu'il débloquait 5 milliards pour la santé, pour les personnes âgées, non, ni pour les urgences. Et ce qu'a débloqué la ministre, c'est que finalement, elle prend dans une enveloppe pour le mettre dans une autre enveloppe, là où ça crie le plus fort. Mais ce n'est pas de ça dont a besoin l'hôpital, ni finalement les patients pour vivre plus longtemps en bonne santé. Merci beaucoup, Laurence Cohen. Merci à vous.